Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui sur une super vidéo puisque c'est la première vidéo, l'épisode 1 de la fameuse série Secret d'aiguisage que je voulais vous présenter. Alors ça va être une série où je vais essayer de vous apprendre le maximum de choses sur l'aiguisage et aujourd'hui on a un sujet très coriace puisqu'il s'agit de l'émouture convexe. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une émouture convexe? Une émouture convexe, c'est tout simplement une émouture qui est très légèrement arrondie. Donc l'émouture, je le rappelle, c'est la partie de la lame qui amène le tranchant. C'est-à-dire on a le tranchant, le fil, qui est le dernier morceau du couteau, la partie qui coupe. Et l'émouture, c'est la partie qui amène le dos du couteau, c'est-à-dire la partie haute du couteau, sa structure, jusqu'à son tranchant. Donc il y a différentes formes suivant les applications du couteau, etc. Différents avantages et inconvénients. Donc ça fait l'objet d'une autre vidéo. Mais ici, on va se concentrer uniquement sur l'émouture convexe. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de biseau secondaire, comme par exemple sur une émouture plate, on va retrouver une émouture quasiment plate, un peu plus haute, avec un tranchant un peu plus fin et un deuxième biseau secondaire. Et c'est cette partie qu'on va aiguiser. Un couteau scandinave, c'est toute cette longueur-là. Et donc, une émouture convexe, c'est exactement le même principe. On va devoir aiguiser toute cette partie-là entièrement. Alors, au début, vous allez pouvoir aiguiser en biseau simple, c'est-à-dire pour les gens qui utilisent des aiguiseurs avec un guide, etc. Bon, bah, je déconseille évidemment, mais pour ce genre de lame, déjà c'est déconseillé parce que la forme du biseau en fait n'est pas du tout adaptée aux guides qui ont un angle constant. Bon, après c'est possible de le faire au début, mais après vous allez très vite en difficulté par rapport à la forme de la lame. Je vous montre. Imaginez que ceci c'est le biseau fait lors d'un aiguisage, c'est-à-dire un biseau plat tout simplement. Vous avez vu, il y a énormément de budget, on a fait 100 cartons. Donc ça représente la très grande majorité des couteaux qui sont dans ce genre d'émouture. Donc au début, ça va fonctionner, vous voyez, parce que au début, vous n'allez pas faire un très gros plat. C'est pas très grave si vous faites un plat au début du tranchant. Mais le problème, c'est que plus vous allez aiguiser votre couteau, plus vous allez devoir remonter votre tranchant pour attraper par exemple les dents qui peuvent se créer quand on tape un peu trop fort sur un bout de bois et que ça casse. Ou tout simplement, pour aiguiser son couteau, on va devoir continuer d'aiguiser, c'est-à-dire que vous allez manger de la matière. Et là, vous allez vous retrouver avec un tranchant, avec une pointe de tranchant ici, et un biseau qui va être complètement plat. On va dessiner en vert, donc vous allez avoir le tranchant qui va remonter ici, et votre biseau, en fait, qui va être complètement plat. Et c'est-à-dire qu'en fait, ça va faire vraiment une forme bizarre. Ici, ça va être un dos de lame droit, ensuite ça va partir en convexe, après ça va repartir en espèce d'émouture scandinave un peu bizarre. Donc c'est pour ça que je vous conseille, soit au tout début, vous pouvez aiguiser comme vous faites d'habitude, mais il va falloir très rapidement apprendre à aiguiser une émouture convexe. Parce qu'en réalité, donc ça c'est la partie, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et en fait, il va falloir apprendre à manger la matière sur toute la longueur du tranchant, par fines couches comme ça. Hop. Hop. Et petit à petit, en fait, vous allez garder votre émouture convexe. Vous n'allez pas changer la géométrie de la lame. Et vous allez garder toutes les qualités de l'émouture convexe. C'est-à-dire, la qualité en général principale de l'émouture convexe, c'est de très bien résister au choc. Parce que, en fait, si on fait un choc sur le tranchant, par exemple, quand on tape, et ben, il y a une très bonne dispersion de l'onde de choc, en fait. Vous voyez, l'onde de choc, ça fait ça. Et en fait, vu qu'il n'y a pas d'arête droite, que c'est un arrondi, en fait, l'onde de choc va très bien se répartir dans la lame. Et en fait, il y aura beaucoup moins de risques qu'à casse, etc. C'est pour ça, en général, sur les couteaux outdoor, on a beaucoup d'émoutures convexes, voire des moutures scandinaves. C'est des tranchants très épais qui résistent très bien au choc, en fait. Donc vous allez me dire, bah oui, mais une pierre aussi, c'est plat. C'est-à-dire que quand on va aiguiser le couteau sur notre pierre, la pierre, attendez, je vais changer de couleur. La pierre, elle va être plate. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir le biseau qui va toucher, une toute petite partie du tranchant, mais pas le reste de la lame. Et bien en fait, c'est simple. Ça va être votre mouvement de poignet. Vous avez en général, vous avez du mal à garder un angle constant au début quand vous faites un aiguisage. Et bien en fait, sans le savoir, vous faites une petite émouture convexe. Donc là, en fait, il va falloir mettre un petit coup de poignet, un peu comme le couteau Yakult qu'on avait vu. Un petit coup de poignet très léger pour accompagner la lame et qu'elle puisse faire un arrondi. C'est-à-dire qu'ici, ça sera le début du mouvement. Le couteau va descendre en faisant une genre de virgule. Il va descendre et suivre la lame comme ça. Il va descendre et suivre son émouture. Donc c'est-à-dire au début du mouvement. Waouh! Bon, je dessine très mal, vous m'en voulez pas, hein. Mais bon, déjà, j'essaie de vous expliquer quelque chose qui est dur à comprendre. Déjà, pour un Mongolien comme moi, alors à des gens sains comme vous, je dis, remarque, je sais pas trop. Surtout toi, là.
toi j'ai un gros doute quand même. Donc, au début du mouvement, on aura, au début ou à la fin, ça dépend dans quel sens on pousse évidemment. Donc ici, on a notre pierre, hop. Au début du mouvement, on va se retrouver ici. En fin de mouvement, la pierre va se retrouver comme ça. Hop. En fin de mouvement, vous avez votre pierre qui va se retrouver ainsi. C'est-à-dire, on va adoucir un peu le couteau, on va adoucir son angle. C'est-à-dire, au début, on va être comme ça. Et au fur et à mesure, on va le pencher. Imaginez que la pierre ne bouge pas. Au fur et à mesure, on va incliner le couteau, comme ça, pour qu'on ait la totalité du tranchant, tout simplement. Et au fur et à mesure, ça va faire un arrondi et ça va faire cette fameuse émouture convexe. Alors là, on est dans un cas particulier parce que c'est le couteau d'un client. Je remets les chaussons du seigneur. On range tout ça. Alors, c'est un Fork Knife S1X. C'est un très très bon couteau, un couteau d'or, très très solide, vous voyez, hyper costaud, vraiment épais. Et donc il a essayé de faire ça par lui-même en fait. Au début il a commencé à aiguiser, il a vu que ça rayait le revêtement, parce qu'ici en fait c'est un revêtement en tungstène. Alors c'est bien, mais c'est pas miraculeux en fait, c'est-à-dire que en fait le revêtement avec l'aiguisage et forcément avec les utilisations il va partir. Il va pas partir facilement, mais bon, un aiguisage quand même, on commence à être sur de l'abrasif, donc c'est tout à fait logique que le revêtement il parte en fait. Vous n'allez pas enlever de la matière et que le revêtement il reste, c'est tout à fait logique. Donc en fait, il a commencé, il a vu que le revêtement partait, il s'est dit mince, c'est une sacrée galère, il a dit allez hop, je mets un coup de Dremel, parce que c'était la meilleure idée qu'il avait eue à ce moment-là. Et donc il a mis un coup de Dremel pour essayer de tout rattraper, sauf qu'en fait la Dremel, ça a tendance à sauter, vous savez, ça sautille un tout petit peu. En fait, bon, ça fait pas un boulot propre, quoi, tout simplement. Là, alors je conseille, pour les émoutures convexes, le plus simple, d'avoir un polymiroir, parce que en fait, quand vous allez monter en aiguisage, et le tranchant va se polir. Ça sera la meilleure finition adaptée à ce couteau. Après, je sais qu'en outdoor, c'est très compliqué en fait d'avoir un tranchant poli, parce que c'est un tranchant qui a tendance à rouiller sur des lames très haut en carbone. Donc c'est pour ça qu'ils avaient fait le revêtement en tungstène en fait. Mais bon, là en fait, le must du must, ça serait de refaire le revêtement en tungstène à chaque fois qu'on l'aiguise. C'est quand même un peu excessif. Donc là, du coup, en fait, on va le modifier complètement. Alors du coup, là, vu qu'il faut conserver le revêtement en tungstène sur le dos, il ne faut surtout pas l'abîmer. Je vais vous montrer déjà comment protéger le dos de lame. Alors c'est tout à fait simple, hein. Pour protéger un dos de lame, il suffit de le masquer. Comment on peut le masquer? Tout simplement avec du scotch d'électricien. Alors c'est tout à fait simple, hein. J'ai rien inventé, j'ai pas inventé la poudre. Et vous le mettez sur votre dos de lame. Pourquoi scotch d'électricien? Parce que ça prend relativement bien les formes. Et voilà. Et là, vous avez votre dos de lame protégé. Alors, normalement, vous n'êtes pas censé toucher le dos de lame quand vous faites le mouvement. Parce que, vu qu'en fait, la pierre va être dans la partie basse de l'émouture, en fait, vous n'allez pas toucher votre dos de lame. Mais pour éviter les catastrophes, je vous conseille quand même de mettre un petit scotch. Alors bref, si vous avez ce genre de couteau dans cet état à refaire, je vous conseille de ne pas descendre en grain trop bas. 1000, c'est le maximum. Pour moi, c'est le maximum. Et encore, il faut que ce soit un 1000 qui n'est pas trop abrasif. Un 1000, je pense, c'est le bon compromis. En fait, vous allez faire un peu de travail. Ça va être long, mais au moins, vous ne ferez pas de grosses rayures en profondeur. Et même si vous touchez un peu un endroit où vous ne devez pas, ça ne va pas faire de grosses catastrophes. Ça va être très facilement récupérable. Donc c'est pour ça que je vous conseille de commencer très doucement, voire même de faire une progression dégressive. Vous commencez à 6000. Si vous voyez que c'est trop lent, 3000 et ainsi de suite, vous allez descendre. Mais je vous conseille très fortement d'attaquer ça au grain de 140. Ça va être une boucherie, vous allez avoir vraiment beaucoup de mal à rattraper les rayures en profondeur. Alors, je parle pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Parce que si un professionnel fait un aiguisage au grain de 140, à la suite, il va réussir très bien à enlever toutes les rayures, je ne doute pas une seconde. Mais là, je parle vraiment, j'essaie de vulgariser pour le maximum de monde, les gens qui ont un couteau comme ça chez eux et qui veulent faire par eux-mêmes. Voilà, j'essaye d'être la solution et d'apporter ça. Donc là, pour le coup, je vais faire comme si c'était vous. Je vais attaquer ça au grain 1000, on va faire ça gentiment. On va voir progresser doucement le grain, c'est-à-dire ici, c'est une partie que j'ai déjà faite. Et là, en fait, c'est une partie, vous voyez, de toute façon, il y a des traces. Hein. Donc là, on va monter tout doucement jusqu'à temps. On va faire la partie la plus facile, qui est la partie plane. Donc je vais vous montrer le mouvement, et après, on va commencer à travailler l'arrondi. En fait, c'est assez simple. C'est juste, faut pas se compliquer la vie, en fait. Donc on va attaquer, on va préparer notre pierre. En attendant que je prépare ça, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, à mettre un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir.
c'est gratuit et ça soutient. Donc on va commencer par un surfaçage, c'est-à-dire qu'on va poncer, on va réaplanir notre pierre pour être certain de la géométrie. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu sur la vidéo du couteau Yakult. Alors là, ça va être simple, alors j'espère qu'on va bien voir. Donc on commence sur le haut de pierre, sur le bas du tranchant, et on finit en bas de la pierre sur le haut de l'émouture. C'est-à-dire qu'on aura un tranchant comme ceci. Enfin, manquer la vidéo, la caméra là, je vais faire ici. On aura un tranchant, je vais essayer de le faire à une main. Vous voyez, comme ça. Hop. Là, j'essaye d'accentuer un peu. Vous voyez, ça fera faire comme ça. D'accord? Bon, après, c'est plutôt simple. Hein. Faut pas y aller trop vite. Faut y aller doucement. Faut pas hésiter à travailler avec sa boue. C'est-à-dire, vous voyez là, la boue qui se forme en bas. Bah, faut pas hésiter à la remonter avec l'émouture. Hop. Et on travaille gentiment. On se déplace légèrement vers la droite, légèrement vers la gauche, parce que si on reste tout le temps au même endroit, en fait, on risque de faire des plats. C'est-à-dire, c'est absolument incroyable ce tableau. Hein. C'est-à-dire, en fait, alors imaginez, ça c'est le couteau. Alors ça c'est le tranchant du couteau. Ici on a la pierre. Hop. Si on reste trop longtemps au même endroit, en fait, on risque de rentrer à l'intérieur du couteau comme ça. Ça va être infime, mais bon, si vous prenez une mauvaise habitude, en fait, vous allez avoir un tranchant avec plein de facettes. Donc n'hésitez pas à balader le couteau de droite vers la gauche, et en fait, ça va lisser en fait votre tranchant partout, et ça évitera de faire des facettes comme ça. Donc si vous restez longtemps, par exemple, là, il y a beaucoup de travail en fait pour rattraper le tranchant. Si je reste beaucoup au même endroit, en fait, je risque de faire une facette comme ça. Et après, quand je vais passer à ce niveau-là, c'est-à-dire, imaginez, j'ai fait une facette. Mon tranchant va avoir cette forme. Hop. Moi, je dessine comme un cochon. Et ben, quand je vais passer ma pierre ici, quand je vais le mettre à plat, en fait, je vais avoir ce bout-là et un bout ici qui va toucher. Et là, ça va pas toucher, ça paraît vraiment bizarre. Si vous déplacez légèrement de droite vers la gauche, vous prenez toute la surface de votre tranchant, vous n'aurez jamais ce souci. Je sais pas, des fois, si les explications sont claires, j'essaie de vulgariser le plus possible. Mais bon, si vous avez des questions, si c'est quelque chose qui vous paraît fou, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. C'est un travail assez long. Vous voyez la boue qui commence à changer de couleur. Faut pas hésiter à la garder, à bien la remonter. Faut vraiment être léger. Hein. Faut pas forcer comme un ours. Alors là, pour ce couteau-là, en fait, il faut refaire, il faut faire propre, il faut rattraper les défauts qu'elle a. Donc je vais déjà rattraper les défauts d'un côté, ensuite commencer de l'autre côté et enlever le revêtement tungstène. Après seulement, je commence le protocole d'aiguisage. Il faut vraiment être souple et ne pas hésiter à faire un petit arrondi. Et ne pas hésiter à faire une petite virgule. De toute façon, si vous avez mis votre scotch, vous voyez, ça raye absolument pas. On peut toucher. Hein. Regardez, je peux le poser à plat et frotter. Je veux dire, ça va rien faire du tout. Donc, faut pas hésiter. Faut avoir confiance. Petit à petit, le scotch va perdre en épaisseur. Et de toute façon, pour le scotch, si vous avez peur qu'il y ait des morceaux qui s'arrachent, et en fait, le scotch d'électricien, vu que c'est assez élastique, ça va faire une boule. Et en fait, vous allez le sentir tout de suite, voire même vous allez le retrouver sur la pierre. Donc vous en faites pas. Vous allez être prévenu largement avant de faire des bêtises. Vous voyez, ça avance gentiment, le tranchant. Donc là, il y a la partie haute ici, mais je pense qu'il va falloir que je commence à travailler la partie arrondie pour pouvoir la voir. Donc là, ça va être un peu plus compliqué, mais bon, ça va pas être le bout du monde. C'est-à-dire que pour faire les arrondis, il va falloir monter le coude légèrement pour que vous puissiez avoir la pointe du couteau. C'est-à-dire si vous tirez et vous faites ça juste sur le côté sans monter le coude, vous voyez, vous tirez, vous déplacez le coude, vous voyez, votre tranchant, il touche pas. Pour l'avoir, il faut lever le coude légèrement, d'accord? Donc là, il va falloir, en plus de rajouter ce petit mouvement comme cela, il va falloir rajouter la levée du coude. Hop, gentiment. Il faut y aller vraiment tout doux. Il n'y a pas à s'affoler.
Vous voyez, j'ai changé de pierre parce que le travail, je le trouvais un peu trop long. Donc là, on est sur une 1000 Tatsuyama, donc on est sur le même grain, mais par contre, elle a beaucoup plus de rapidité de travail. Vous voyez, on a déjà bien avancé, ça a bien changé. On va continuer encore, et puis... Donc là, même si je change de pierre, même si j'ai l'habitude, je vais un peu moins vite et j'appuie un peu moins fort pour être sûr de ne pas faire de bêtises. J'y vais vraiment progressivement. Vous voyez, ça commence à ressembler de plus en plus à quelque chose. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Après, pour l'autre partie, donc comme vous avez vu sur la Naniwa 1000, le revêtement s'enlève très difficilement. Alors, il faut savoir que sur les revêtements, tous les revêtements, peu importe ce que c'est, que ce soit de la peinture ou comme ici du tungstène, en fait, il va y avoir un transfert sur la pierre du revêtement. C'est-à-dire que, bon, il y a toujours une partie, ou très très grosse partie, qui va être éliminée grâce à l'eau. En fait, l'eau va permettre d'emmener ce dépôt à l'extérieur de la pierre, c'est-à-dire par la boue, c'est-à-dire ne pas s'incruster dans la pierre, mais par contre, on risque d'avoir des morceaux de tungstène qui se retrouvent à l'intérieur de la pierre. Et je veux qu'il y ait le moins de contamination possible de la pierre. Donc là, vu qu'il y a énormément de revêtements, je vais l'enlever tout simplement à la sableuse, ça va être très long. Parce qu'en fait, si j'ai un revêtement en tungstène qui a 85 HRC sur une pierre qui est plutôt tendre, et en fait, je peux avoir des rayures en fait par la suite sur les autres émoutures. Donc je veux absolument aucune contamination. Donc là, il y a vraiment très très peu de tungstène de ce côté-là qui était resté. Donc c'est très facile. Il y a peu de chances qu'en fait je retrouve énormément de matière qui va me déranger dans la pierre. Mais par contre là, il y en a beaucoup trop. Donc je vais sabler, je vais protéger, masquer comme ici avec le scotch. Je vais tout masquer, je vais sabler pour être sûr. Et à mon avis, il y aura juste l'aiguisage à refaire et ça sera terminé. Hop. Je suis passé sur la pierre 6000. Quand on travaille avec des pierres, il ne faut pas hésiter à changer de grain pour monter en polissage pour voir si on n'a pas fait une facette, un creux quelque part. En fait, le fait de changer, de mettre du contraste sur la lame, ça va permettre de voir nos erreurs. Donc là, j'en ai profité pour enlever le scotch. De toute façon, au grain 6000, il y a très peu de chances que je fasse des gros dégâts. Donc là, on va pouvoir remonter tout doucement. Vous savez, sur le haut où il y avait le scotch, la dernière petite bande, on va y aller très gentiment pour essayer de l'attraper. Alors, je vais vous montrer aussi un indice. Alors, c'est un indice au niveau du son. En fait, quand vous allez être sur l'arête, avec l'aiguisage, ça va changer de bruit. Par exemple, là, si vous écoutez bien, c'est lisse. Si vous montez trop sur votre tranchant, ça change de son, vous voyez. Écoutez. Hop, tendez l'oreille. Et inversement, si vous allez sur votre dos de lame, là aussi, ça va changer de son. Écoutez. Vous voyez comment ça gratte? Là, je suis dans les moutures. Là, je suis sur le haut du tranchant. Vous voyez, c'est important. Vous avez beaucoup d'indices, que ce soit sur l'inclinaison, au bruit, à la sensation, aux rayures qui peuvent se former sur la pierre, etc., etc. Bon, allez, on va travailler un petit peu. Je vais en profiter pour vous dire que je suis vraiment content de comment ça se passe en ce début d'année sur la chaîne YouTube. J'ai énormément de projets dessus. J'aimerais vraiment que ça cartonne, que je puisse partager et démocratiser l'aiguisage. Du coup, si vous aimez mon travail, si vous aimez ce que je fais, si vous aimez revoir ce genre de lame qui était pas très loin de la mort, revenir à la vie, redonner de l'éclat à des belles pièces, n'hésitez pas, vous abonner, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous en parlez autour de vous. Si vous avez des lames, vous me les envoyez, devis par mail ou par message sur les réseaux sociaux. Je réponds très très rapidement, je suis très disponible. Donc là, on y va gentiment. Vous voyez, je me fie au bruit. J'essaye d'attraper le haut de l'émouture. Même sans regarder, je sais où j'en suis. Hop. Là, ça chante un peu. Je sais que je suis pas loin du haut. Je vais adoucir la force que je mets dessus si je sens que je suis sur le haut de l'émouture. Désolé, je regarde pas la caméra, mais j'ai pas envie de me couper un doigt parce qu'en plus, il commence à couper là. Hop. Gentiment, on harmonise tout ça.
On essuie notre couteau. Bah écoutez, franchement, c'est le jour et la nuit. Je sais pas si vous voyez d'ici. On commence à avoir un poli, un joli poli. Je sais pas si on voit bien la caméra. Ça commence à briller, ça devient vraiment sympa. Je pense que cette lame va me plaire énormément. Ça annonce un très très beau résultat final. Je suis vraiment content. Regardez, on n'a pas commencé l'aiguisage, hein. On n'est que sur de la construction, hein. Alors, j'entends partout, très souvent, vous voyez, là ça rase. C'est un couteau. Quand on dit que ça coupe bien, on dit ça rase. Alors oui, raser, c'est pas signe de bonne coupe. Je vous le dis parce que je peux très facilement faire raser n'importe quel couteau avec un grain 1000. Alors qu'un rasoir, bah, ça monte très facilement. Mais vraiment très facilement à 12, 15 000, voire plus. Donc la seule différence, c'est qu'en fait, bah, y en a un qui va vraiment raser où ça va être doux. Et un où ça va raser mais vous allez pleurer votre mère. Donc je commence à en avoir un peu marre de cette appellation rasoir parce que bah, c'est un métier d'aiguiser des rasoirs. Il y en a qui font que ça et je trouve très honnêtement que c'est une insulte à leur travail de dire que avec un coup de meule magique, voire une boîte à meule en diamant, vous savez, on voit ça beaucoup, on peut avoir un résultat rasoir. Je trouve ça insultant pour ces gens-là. Donc vous voyez, j'ai même pas commencé l'aiguisage. On est en train de rattraper une émouture et pourtant bah, ça m'a coupé les poils. Donc ne vous fiez pas à ça, faites confiance aux gens qui vous donnent des conseils et qui ne pensent pas avoir la pierre philosophale. J'en ai encore eu récemment qui m'ont dit oui, bah, l'aiguisage, je sais pas, 50-50 de chaque côté. En général, c'est 70-30, bah, en fait ça dépend les couteaux, hein. Mais dans tous les cas, pour aujourd'hui, c'est fini. Je vais laisser ça ici. Je vais faire quelques plans en sablage, etc. le avant-après. Et puis ensuite, on va attaquer l'aiguisage et là, ça va être une pure folie parce qu'à mon avis, ça va rendre absolument magnifique sur ce couteau. Les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Un format un peu plus long et un peu plus dense que d'habitude. J'espère qu'il vous plaira, mais bon, on est là pour parler d'aiguisage. En attendant, si vous voulez bénéficier de 10% sur le même matériel d'aiguisage que moi, Acquire 10 sur le site de chez OneStone. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Et surtout, pensez à vous abonner car il y aura encore plein d'autres vidéos car j'ai pas fini d'aiguiser toutes les lames qu'il y a sur Terre. Ciao, ciao. Hey, t'es resté jusqu'à la fin? T'as bien raison, 13 mars, lancement du site internet. Reste bien connecté et regarde bien la prochaine vidéo jusqu'à la fin, il y aura peut-être un cadeau pour toi.